On y va pour la dernière vidéo de cours de l'année. C'est une leçon de chimie organique dans laquelle on va aborder les notions d'oxydoréduction appliquées à la chimie organique. Alors, vous allez voir que ici, le but n'est pas d'utiliser la formule de Nernst, ce sera plutôt une leçon qui s'articule sous la forme d'un catalogue de réactions qui nous serviront ensuite à passer d'une fonction chimique à une autre. Alors, qui dit oxydoréduction appliquée à la chimie organique dit utilisation d'un nombre d'oxydations. Il nous permettra de savoir si la transformation est une oxydation ou une réduction. Pour ça, on va systématiquement porter notre intérêt sur le nombre d'oxydations de l'élément carbone au sein de certains groupes caractéristiques. Et donc, pour ce premier paragraphe, je vous propose un exercice qui va se baser sur des connaissances qu'on a déjà. Un nombre d'oxydation, on connaît la définition, on sait le calculer, on l'avait vu dans la leçon sur l'oxydoréduction, C7L2. Donc si jamais cette notion est un petit peu encore obscure pour vous, replongez-vous d'abord dans la définition et la façon de calculer un nombre d'oxydation et revenez sur cette vidéo ensuite. Donc je vous donne une liste de différentes fonctions chimiques et on va devoir proposer une molécule et calculer le nombre d'oxydation du carbone fonctionnel. Alors on commence avec un halogénoalcane. Donc dans un halogénoalcane, on va avoir une liaison carbone-halogène. On peut prendre par exemple l'iodométhane, CH3I. Et afin de déterminer le nombre d'oxydation du carbone en particulier, là ici on va le faire pour tous les éléments, mais ce sera surtout l'évolution de celui du carbone qui nous permettra de trancher sur la nature des réactions. Bien, pour faire ce calcul, on peut utiliser la notion bien connue d'électronégativité. Ici, si on essaie de classer les éléments, on s'aperçoit que l'hydrogène est moins électronégatif que l'iode, lui-même. Non, là ici par exemple, on fait une faute. C'est d'abord le carbone, lui-même moins électronégatif que l'iode. Par conséquent, on va avoir dans l'iodométhane des liaisons polarisées, et je vais représenter des petites flèches pour mettre en évidence les effets inductifs. Dans les liaisons carbone-hydrogène, le carbone attire vers lui les électrons, et dans la liaison carbone-iode, c'est l'iode qui attire vers lui les électrons. Ça veut donc dire que si on envisageait des ruptures hétérolytiques de toutes les liaisons, en donnant les électrons à l'atome le plus électronégatif, eh bien on obtiendrait ces structures-là. Donc on aurait le carbone au centre qui récupère 1, 2, 3 doublés noyants. Sur la droite, là ici, cette liaison part du côté de l'iode, donc au final, sur la droite, on aura une lacune électronique. Au niveau de l'atome d'iode, je vais lui rajouter ces doublés non-liants initiaux. À la fin, on va en avoir 4. Et pour les atomes d'hydrogène, bien eux, ils perdent l'électron qu'ils avaient engagé dans la liaison. Et donc on se retrouve avec cette répartition électronique après rupture hétérolytique des liaisons. Il nous reste à placer les charges. Lorsqu'on a un proton avec une lacune, c'est qu'il a perdu un électron, donc il est chargé plus. L'atome d'iode a récupéré un électron, il est chargé moins. Et donc pour avoir l'égalité en termes des charges, on va avoir pour le carbone 2-. À partir de ces charges, pour ces ions monoatomiques, on est en mesure d'écrire que le nombre d'oxydation de l'hydrogène vaut plus 1, et ce quel que soit l'hydrogène de la molécule. Le nombre d'oxydation du carbone est à moins 2, et le nombre d'oxydation de l'iode à moins 1. On peut comme ça proposer d'autres exemples. On demande ensuite un exemple d'hétéroxyde. On peut prendre par exemple on va prendre le plus simple, CH3O, CH3.
le méthoxyméthane, eh bien, en procédant de la même façon, là ici je vais aller un petit peu plus vite, on se retrouvera avec, puisque la molécule est symétrique, des nombres d'oxydation égaux pour les deux atomes de carbone, pour les hydrogènes. On aura donc nombre d'oxydation des hydrogènes égal à plus 1, nombre d'oxydation de l'oxygène égal à moins 2, c'est les nombres d'oxydation classiques, je vous rappelle. Et en ce qui concerne les atomes de carbone, ils vont être à un nombre d'oxydation égal à moins 2. Donc logiquement, si on fait la somme des nombres d'oxydation, on doit trouver la charge de l'entité. Donc on a 6 hydrogènes à plus 1, ça nous fait plus 6. Moins 2 pour l'oxygène, on tombe à plus 4. Et 2 fois moins 2 pour les carbones, on est bien à 0. Ces nombres d'oxydation sont donc corrects. On va faire un dernier exemple avec un acide carboxylique. On va prendre l'acide méthanoïque. Dans l'acide méthanoïque, les atomes d'oxygène sont chacun au nombre d'oxydation moins 2. Les hydrogènes sont à plus 1. Et concernant l'atome de carbone qui est au centre, il va être au nombre d'oxydation plus 3. Ainsi, si on avait à comparer les états d'oxydation de ces différentes fonctions chimiques, eh bien on porterait notre attention sur le nombre d'oxydation de l'élément carbone. Et donc si on compare par exemple un halogénoalcane avec un hétéroxyde, on s'aperçoit que le nombre d'oxydation du carbone est le même, donc ces fonctions sont oxydées de façon relativement similaire. En revanche, on voit qu'avec un nombre d'oxydation plus élevé dans la fonction acide carboxylique, eh bien, cette fonction, eh bien, elle comporte un carbone plus oxydé. Là, ici, je ne vais pas faire les autres exemples, mais vous pouvez bien sûr étayer un petit peu plus en prenant, comme je vous l'ai proposé, un alcool primaire, aldéhyde, amide, etc. Et donc, puisqu'on est capable de calculer des nombres d'oxydation pour des molécules organiques, on peut aussi caractériser des types de transformations grâce à l'évolution de ce nombre d'oxydation. En l'occurrence, si le nombre d'oxydation du carbone augmente au cours de la réaction chimique, eh bien on parlera d'une oxydation. Et au contraire, s'il diminue, ce sera une réduction. Là, il n'y a rien de nouveau, c'est exactement la même chose que ce qu'on avait fait dans la leçon sur l'oxydoréduction. Par conséquent, on peut définir des couples oxydants-réducteurs avec des espèces qui sont comme ça reliées par une demi-équation électronique. Et donc, un des objectifs de cette leçon, c'est de connaître quelques exemples de couples oxydants-réducteurs faisant intervenir les alcools, les aldéhydes, les cétones et les acides carboxyliques. Quelques exemples. Là ici, je vous ai mis des valeurs de potentiel standard, E0, données en volts et calculées dans l'eau. Donc déjà, c'est un calcul fait dans l'eau, ça ne correspond pas vraiment à la chimie organique, mais ça permet de mettre en évidence le fait qu'on utilise des couples oxydants-réducteurs. Les molécules considérées ne sont pas n'importe lesquelles. Vous voyez que pour le premier couple, on a de l'éthanal et de l'éthanol, et j'ai dessiné les molécules volontairement de cette façon pour vous mettre en évidence qu'il y a à chaque fois une chaîne carbonée à 2 atomes, plus un fragment oxygéné que j'ai représenté au même endroit. On peut mettre en évidence le changement du nombre d'oxydation du carbone fonctionnel, celui qui est ici. Alors dans le cas de l'aldéhyde, ce carbone fonctionnel va être au nombre d'oxydation plus 1. Et dans le cas de l'alcool, il va être au nombre d'oxydation moins 1. En ce qui concerne le couple du dessous, acide acétique, éthanal, eh bien cette fois-ci le carbone fonctionnel dans l'acide acétique, il est à plus 3. Et dans l'éthanal, il va être à, comme tout à l'heure, à plus 1. Au passage, si on construisait un diagramme de
potentiel standard, on s'apercevrait, par les valeurs numériques qui sont ici, que dans l'eau, l'éthanal est une espèce qui est instable et qui va subir une dismutation. Pour terminer sur ce paragraphe-là, un petit supplément. Alors ça, c'est juste pour vous montrer qu'on peut écrire une demi-équation électronique, mais ce n'est pas ce qu'on va faire de façon très très usuelle. Si on reprend par exemple le couple éthanal-éthanol et qu'on cherche à équilibrer la demi-équation, on place oxydant et réducteur de part et d'autre du signe égal. On équilibre l'élément principal, le carbone. Là, c'est bon. On équilibre les oxygènes avec des molécules d'eau. C'est bon. On équilibre les hydrogènes avec des H+. Et on équilibre les charges avec des électrons. Les électrons sont bien du côté de l'oxydant. Et on s'aperçoit que le nombre d'électrons correspond à la variation du nombre d'oxydation de l'élément carbone, puisqu'il passe de +1 à -1. On pourrait comme ça, de la même façon, le faire pour l'autre couple, en prenant donc l'acide acétique, CH3CO2H, l'éthanal, CH3CHO. On équilibre l'élément principal, on équilibre les oxygènes avec de l'eau, on équilibre les hydrogènes avec H+, et les charges avec des électrons. On a 2 électrons échangés, ce qui correspond bien, encore une fois, à la variation du nombre d'oxydation. Alors, dans la deuxième partie, on va voir la première famille de fonctions chimiques qui va nous permettre de parler d'oxydoréduction en chimie organique. On en a déjà un petit peu parlé de cette famille, ce sont les alcools. Et avant d'introduire les différents produits qui peuvent être obtenus en fonction de la catégorie de la classe de l'alcool qui est oxydé, on va poser quelques définitions. Tout d'abord, on parlera en chimie organique d'oxydation ménagée, et là j'insiste sur le terme ménager, si il y a oxydation de la molécule, c'est-à-dire si le nombre d'oxydations du carbone fonctionnel augmente, donc ça traduit le terme oxydation, et elle sera ménagée si et seulement si aucune liaison simple n'est rompue au cours de l'oxydation. Les liaisons simples, qui je vous rappelle, sont aussi appelées les liaisons sigma. On parlera au contraire d'une oxydation complète, on dira aussi parfois une oxydation poussée, si le nombre d'oxydations du carbone fonctionnel augmente, avec rupture éventuelle des liaisons sigma, enfin d'une ou plusieurs liaisons sigma. Ce qu'il faut alors retenir, c'est que dans la suite de cette leçon, les seules oxydations que nous allons traiter, ce sont des oxydations ménagées. Les oxydations complètes, hors programme, on n'en parlera pas ou quasiment pas. Enfin, il me semble que non, je ne donnerai pas d'exemple là-dessus. Donc, on retient qu'on ne brisera jamais les liaisons sigma. À partir d'ici, eh bien, il faut peut-être faire un petit rappel sur ce qu'on appelle la classe d'un alcool. Il s'agit du nombre de fragments carbonés reliés au carbone fonctionnel. Et on avait parlé d'alcool primaire, secondaire, tertiaire. À partir de là, voyons ce qui se produit lorsqu'on fait un processus d'oxydation. Pour noter ces processus d'oxydation, étant donné que je ne vous ai pas encore parlé de la nature chimique des oxydants, je vais juste noter un O entre crochets pour préciser qu'il s'agit d'une oxydation ménagée.
On va donc commencer par regarder ce qui concerne les alcools primaires et le méthanol. Alors, pour un alcool primaire, on aura la structure générale suivante, RCH2OH, que j'écris ici en représentation topologique. Le carbone fonctionnel, il est là, et si on calcule son nombre d'oxydation, on le trouve égal à -1. Lorsqu'on fait subir à cette molécule une oxydation ménagée, donc je représente une flèche avec mon symbole générique, là le O entre crochets, eh bien il va y avoir, d'un point de vue de la formule chimique, quelque chose équivalent à la perte d'une molécule de dihydrogène, donc je vais noter ça entre guillemets moins H2, et on obtient alors la formation d'une molécule de la famille des aldéhydes. Les hydrogènes qui sont partis, eh bien, d'une part, c'est l'hydrogène qui était relié à l'oxygène dans la fonction alcool, et un des deux hydrogènes du fragment CH2, puisqu'il ne reste à la fin ici qu'un seul CH. Donc, on peut passer d'un alcool primaire à un aldéhyde. Les aldéhydes sont des fonctions pour lesquelles le nombre d'oxydation du carbone fonctionnel, que je vais remettre ici en évidence, est égal à +1. Ce n'est pas le nombre d'oxydation maximal, et donc un aldéhyde est une fonction oxydable par un processus ménager. Si on poursuit l'oxydation en rajoutant un équivalent d'oxydant, par exemple, on va avoir à nouveau, d'un point de vue formel, perte d'une molécule H2, et on va alors passer de l'aldéhyde à l'acide carboxylique correspondant. Je vais noter son nom. Dans cet acide carboxylique, vous voyez que, en plus d'avoir perdu la molécule H2 du point de vue formel, est-ce que c'est vrai ce que je suis en train de dire là? Non. Là, ici, c'est pas perte formelle de H2. Excusez-moi, il va falloir retirer ça ici. Puisque, en réalité, on n'a pas perte de H2, je ne dis pas de bêtises. Ce qui se passe, c'est qu'on a insertion d'un oxygène dans la liaison carbone-hydrogène qui est ici, et c'est cette insertion d'oxygène qui va donner le groupement carboxyle. Donc, on retire ce qu'on avait mis sous la flèche. En ce qui concerne le nombre d'oxydation du carbone fonctionnel, celui que je mets ici en évidence, dans l'acide carboxylique, il va être égal à +3. Arrivé ici, eh bien, si on souhaitait oxyder davantage un acide carboxylique, on voit qu'il y a déjà des oxygènes partout sur la droite, il faudrait mettre une liaison carbone-oxygène sur la gauche, ça reviendrait à rompre une liaison sigma, ce ne serait pas un processus ménager, et donc on retiendra qu'un acide carboxylique n'est pas oxydable par un processus ménager. En ce qui concerne maintenant les alcools secondaires, ils ont comme structure R1CHOH R2. Lorsqu'on réalise l'oxydation d'un alcool secondaire par processus ménager, on va avoir pour la première oxydation, comme tout à l'heure, une perte formelle de molécules de dihydrogène, ce qui nous permet de former cette structure R1C double liaison O R2, et on repère qu'on a ici formé une cétone. En ce qui concerne l'évolution du nombre d'oxydation du carbone fonctionnel, eh bien on va la calculer pour la mettre en évidence. On a ici un nombre d'oxydation qui vaut 0. Dans une cétone, le nombre d'oxydation vaut +2. Il augmente, c'est donc bien une oxydation. Concernant l'acétone, eh bien, si on poursuit le processus d'oxydation, ça reviendrait à rompre les liaisons simples entre le groupe R1 et le carbone, ou entre le groupe R2 et le carbone. Ce ne serait donc pas un processus ménager. On peut donc retenir qu'une cétone
est inoxydable par un processus ménager. Pour terminer, concernant les alcools tertiaires, ils ont comme structure générale, alors on a un groupement COH, le carbone fonctionnel étant relié à 3 fragments carbonés que je vais noter R1, R2, R3. Si on essaye de faire une oxydation ménagée d'un alcool tertiaire, le seul endroit où on pourrait rajouter des oxygènes, c'est dans les liaisons RI carbone. Ce n'est pas possible. Donc, ici, aucun produit, rien ne se passe. Par conséquent, un alcool tertiaire est inoxydable lui aussi par un processus ménager. Alors, on va maintenant passer à la liste des réactifs permettant de transformer les différentes classes d'alcool. Pour ça, on va commencer par porter notre attention sur la famille des alcools primaires. Alors, je vous ai mis dans le document de cours les réactifs correspondant à 4 travaux de scientifiques, donc le réactif de Corée, de Cornforth, de Sarrett et le réactif de Collins. Donc là, l'idéal, c'est de connaître ces réactifs. Je pense que dans un sujet, on pourrait vous en rappeler au moins un ou deux, histoire que vous ne soyez pas bloqué. Vous constatez qu'à chaque fois, il s'agit d'espèces chimiques oxydantes associées à d'autres espèces chimiques, et à chaque fois, on repère du chrome au nombre d'oxydation 6. Donc, pour ces 4-là, chrome au nombre d'oxydation plus 6. Première chose à savoir, le chrome au nombre d'oxydation plus 6 est une espèce toxique avec laquelle il faut travailler avec grande précaution, donc méfiance. Concernant ces réactifs, de façon à pouvoir s'arrêter à l'aldéhyde, c'est vrai que j'ai oublié de le dire, dans ce premier paragraphe, on considère qu'on va transformer l'alcool primaire en aldéhyde. On va parler ici d'une oxydation ménagée, vu qu'il n'y a pas de rupture de liaison sigma, et ce sera en plus un processus qualifié de doux, vu qu'on sait qu'un alcool primaire peut aller jusqu'à l'acide carboxylique, mais là, on ne va pas mettre suffisamment de réactivité dans les composés introduits, et donc l'aldéhyde, une fois formé, ne sera pas suroxydé jusqu'à l'acide carboxylique. Pour ces 4 réactifs au chrome, le secret afin de s'arrêter à l'aldéhyde et de ne pas aller jusqu'à l'acide carboxylique, c'est de travailler en milieu amide. Si jamais vous n'êtes pas en milieu amide, eh bien il va y avoir transformation de l'aldéhyde en un composé qu'on appelle un hydrate, et l'hydrate va être ensuite oxydé en acide carboxylique. Dans le tableau, je vous mentionne 2 espèces chimiques, l'ion-pyridinium et la pyridine. On les a déjà croisées. Je vais juste rappeler ici leur structure. L'ion-pyridinium, c'est la forme acide du couple, avec le proton porté par l'atome d'azote. Et la pyridine, c'est l'analogue déprotoné. La voici. Donc on a ici un couple acide-base. Une particularité pour la pyridine, le doublé non-liant de l'azote est non conjugué au cycle aromatique. Et pour ce couple, on a un pK relativement faible de 5,2. En ce qui concerne la réactivité de la pyridine, il s'agit donc d'une base faible qui possède en plus un pouvoir nucléophile assez marqué. Un exemple de transformation illustrant un de ces réactifs à base de chrome, j'ai choisi ici le réactif de Collins. Si on départ de la molécule d'heptanal et qu'on la soumet à des conditions correspondantes au réactif de Collins, c'est-à-dire en présence de CrO3, l'anhydride chromique, de pyridine et de dichlorométhane, CH2Cl2 qui joue ici le rôle de solvant, eh bien, on peut transformer la fonction alcool primaire
en fonction aldéhyde, et vous voyez qu'on a un bon rendement de 84%. Étant donné que le chrome au nombre d'oxydation 6 est toxique, les chimistes évitent de travailler avec. Et donc d'autres méthodes peuvent être utilisées pour transformer un alcool primaire en un alcool primaire pour le transformer en aldéhyde. Par exemple, l'oxydation de Swern est de plus en plus utilisée. J'ai pris ici un substrat dans lequel on repère deux fonctions alcool, mais dont la classe est différente. On repère à droite ici un alcool primaire et sur la gauche un alcool tertiaire. Alors déjà, on sait que les alcools tertiaires, par processus ménager, ne sont pas oxydables. Donc l'alcool tertiaire, on va pouvoir l'oublier. On aura ici du coup une chimiosélectivité très fine, vu qu'on va pouvoir distinguer la réactivité d'un alcool tertiaire de celle d'un alcool primaire. L'oxydation de Swern va se passer en deux temps. Dans un premier temps, on va utiliser du DMSO, le diméthylsulfoxyde, qui va être activé par un composé spécial, le chlorure d'oxalyle C2O2Cl2, qui est celui-ci. C'est un composé qui possède deux fonctions chlorure d'acyle dans la même molécule. Et dans un premier temps, donc, ces deux espèces réagissent l'une avec l'autre et vont ensuite intervenir au niveau de la fonction alcool primaire. Une fois que cette première étape est faite, on ajoute ensuite dans le milieu réactionnel une base faible non nucléophile. La triéthylamine fait très bien l'affaire et on obtiendra de cette façon un aldéhyde. On va obtenir aussi pas mal de sous-produits, notamment du CO2 et également du Me2S, c'est-à-dire, comment est-ce qu'on l'appellerait celui-ci? C'est un thioéther. Non, je ne me souviens pas bien de la nomenclature. Donc j'ai mis un instant en pause pour aller vérifier le nom. Le composé dont je vous parle, c'est la forme réduite du DMSO, Me2S, et le nom qu'on lui donne, eh bien, c'est diméthylsulfure. Pour terminer sur les transformations alcool primaire en aldéhyde, on peut aussi utiliser le permanganate de potassium. Dans le permanganate de potassium, il n'y a pas de chrome au nombre d'oxydation 6, donc c'est un peu mieux que les réactifs historiques Corée, Collins et compagnie. Par contre, le problème qu'il y a, c'est que KMNO4, ce n'est pas un composé organique, et donc ça peut poser problème s'il n'est pas soluble dans le solvant de travail. Donc, si jamais on a un problème de dissolution du permanganate de potassium, on peut passer par exemple sur l'oxydation de Swern, et s'il n'y a pas de problème avec sa dissolution, on peut travailler de la façon que j'ai indiquée ici. Donc on prendra du permanganate de potassium plutôt dilué, en travaillant plutôt à température ambiante ou à froid, avec des durées de réaction petites. Pourquoi? Eh bien parce que le permanganate de potassium, s'il est dans ces conditions douces, eh bien, il va s'arrêter à l'aldéhyde, mais s'il est dans des conditions plus dures, ce qu'on va écrire dans un instant, il peut transformer un alcool primaire en aldéhyde. Donc là, ici, lorsqu'on parle de conditions douces, il faut comprendre qu'on travaille avec des concentrations faibles et des températures plutôt peu élevées. En ce qui concerne maintenant donc, le paragraphe suivant, on porte encore notre attention sur les alcools primaires, mais on cherche maintenant à les transformer en acide carboxylique. Donc on va pousser l'oxydation le plus loin possible, toujours en respectant un processus ménager. On va donc faire ici des oxydations ménagées dures. Alors, pour faire ces oxydations ménagées dures, je vous propose un réactif, le réactif de Jones. C'est encore une fois un des réactifs historiques pour transformer les alcools primaires. Et vous voyez que, comme pour le paragraphe précédent, il utilise du chrome au nombre d'oxydation 6. Donc, comme précédemment, le réactif de Jones, il est toxique pour les chimistes, il est toxique pour l'environnement. Il faut essayer de l'éviter au maximum. Un exemple d'utilisation quand même pour vous montrer pourquoi est-ce qu'on peut quand même être tenté d'utiliser. Si on prend un alcool primaire comme le décanol, je vais écrire son nom parce que c'est un petit peu fastidieux d'écrire la chaîne à 10 atomes de carbone, qu'on le met en présence du réactif de Jones, on va obtenir du décanal avec un rendement pour la transformation qui est de 93%.
Donc on a un réactif qui est assez toxique, les sous-produits ne sont pas sympas non plus, mais vous voyez qu'on a des rendements qui sont quand même excellents, et donc c'est parfois tentant d'utiliser ce type de transformation. Si jamais on veut éviter le chrome au nombre d'oxydation 6, eh bien on peut prendre le permanganate de potassium en travaillant cette fois dans des conditions plus dures. Donc on reprend la ligne qui est écrite ici et on va tout inverser. Donc au lieu de le prendre dilué, on va le prendre concentré. Au lieu de travailler à température ambiante, on va travailler à chaud, voire même à reflux. Et au lieu de prendre des durées de réaction brèves, courtes, on va prendre des durées de réaction grandes. On parlera alors de conditions de travail dures. Donc, concernant les alcools primaires, voici ce qu'on pouvait dire. On porte maintenant notre attention sur les alcools secondaires. Alors, on se souvient que ces alcools secondaires peuvent être transformés en cétones, cétones qui ne seront plus oxydables. On peut utiliser des réactifs historiques au chrome, et parmi eux, quasiment tous ceux qu'on a cités, sauf le réactif de Sarrett. Donc on peut prendre le PDC, le PCC, on peut prendre le réactif de Collins, et celui qu'on vient de voir juste avant, le réactif de Jones. Ils permettront, comme précédemment, d'avoir de très très bons rendements, et pour vous mettre ça en évidence, j'ai pris un exemple. Si on considère la molécule de cyclohexanol, et qu'on la met en présence du réactif de Jones, on va former la cyclohexanone, et ce avec un rendement de 88%. Ce qui est donc très très bon. Si jamais on souhaite éviter, donc on va remettre encore une fois ici le problème de ces réactifs, ils utilisent du chrome 6 toxique. Si on souhaite éviter ce chrome 6 toxique, on peut prendre d'autres composés inorganiques, comme le permanganate de potassium. Alors là, suivant ce qu'on observe lorsqu'on fait la réaction, on pourra soit travailler dans des conditions plutôt douces, ou on pourra les pousser un petit peu pour augmenter le taux de transformation. On peut aussi utiliser les ions hypochlorites, CL-. Les ions hypochlorites, ils sont assez connus, on en a dans la vie de tous les jours. C'est le principe actif qui est contenu à l'intérieur de l'eau de Javel. Et pour terminer, on peut prendre un autre composé qui est oxydant, qu'on croise aussi dans la vie de tous les jours, le peroxyde d'hydrogène. Peroxyde d'hydrogène qu'on croise dans certaines lotions désinfectantes et qu'on a également dans certains produits de blanchiment. Alors ça peut être des produits de blanchiment dentaire ou également pour la décoloration des cheveux. Un exemple pour vous montrer l'utilisation, là ici j'ai pris le permanganate de potassium. Si on considère cet alcool secondaire et qu'on le met en présence de permanganate de potassium dans l'acide acétique dilué dans l'eau. Donc là ici, acide acétique dilué dans l'eau, ça va jouer le rôle de solvant acide. On obtiendra alors l'acétone correspondante avec un très bon rendement de 96%. Évidemment, toutes les réactions ne vont pas avoir des rendements aussi bons que ça, mais c'est juste pour montrer que ce réactif au permanganate peut être en compétition avec les réactifs au chrome. Pour terminer sur les alcools secondaires, je n'ai pas pris d'exemple, mais vous pouvez le rajouter. On peut également utiliser la réaction de Swern dans le cas où on aurait des composés qui ne seraient pas solubles dans le solvant de travail. Le paragraphe qu'on va voir à présent, c'est le petit 4 et il porte sur la notion de chimiosélectivité. Donc, dans la présentation, je vous ai expliqué la problématique. On essaie ici de discriminer, de distinguer
la réactivité des alcools primaires et secondaires pour oxyder l'une de ces deux fonctions sans toucher à l'autre. On regarde d'abord ce qui se passe lorsqu'on veut oxyder un alcool primaire en présence d'un alcool secondaire sans toucher à ce dernier. On a pour ça un réactif très spécifique. Donc ça veut dire que dans une suite réactionnelle, vous devez être capable de l'identifier immédiatement. Là ici, dans le substrat avec lequel j'ai choisi de travailler, c'est un cas d'école. On a ici un alcool secondaire et sur la droite, un alcool primaire. Lorsqu'on met ce substrat en présence de tétraoxyde d'osmium, qui est un composé très très coûteux et aussi très toxique, en présence d'un complexe, alors ici dans ce complexe le ruthénium va jouer le rôle de centre métallique, il y a autour de lui 2 ligands chlorure et également 2 ligands p-Phi3 qu'on appelle des ligands triphénylphosphine. Le solvant, il n'est pas sympathique non plus, c'est du benzène, mais grâce à ces conditions particulières, on arrive à modifier la fonction alcool primaire en la transformant soit en aldéhyde si les conditions sont douces, c'est-à-dire si on met des concentrations faibles, des températures modérées et des durées de réaction courtes, et on peut former un acide carboxylique si les conditions sont dures, c'est-à-dire tout l'inverse de ce que je viens de dire. On garde pour le paragraphe suivant le même substrat, mais on inverse notre objectif. On souhaite maintenant transformer l'alcool secondaire sans modifier la présence de l'alcool primaire. Pour ça, on a 2 types de conditions. Dans un premier temps, on peut utiliser de l'hypochlorite de sodium ou de potassium en milieu acide acétique. Là ici, NaOCl, c'est l'association d'un ion Na+, et d'ion hypochlorite, Cl-. Ou alors, on peut utiliser du bromate de sodium, constitué par l'association de Na+, et BrO3 charge -1, avec des ions cérium 4, qui vont avoir un effet dans le mécanisme réactionnel qu'on n'a pas besoin de voir. Et pour avoir des ions cérium 4, on utilisera fréquemment du sulfate de cérium. L'intérêt de prendre des ions sulfates, c'est qu'ils ont une grande délocalisation électronique et donc ils ne sont pas du tout nucléophiles, ils ne vont donc pas gêner une transformation de chimie organique. Dans ces cas-là, vous voyez qu'on a modifié l'alcool secondaire en cétone sans avoir modifié la fonction alcool primaire. Pour terminer ce paragraphe sur la chimiosélectivité, on va maintenant parler d'une catégorie particulière d'alcools, pas forcément entre primaire et secondaire, mais des alcools qu'on appelle allyliques. Le fragment allyle en chimie, il est assez fréquent, on l'a déjà croisé lorsqu'on avait parlé de formules mésomères, et de façon générale, la structure d'un alcool allylique, c'est celle-ci, où vous avez enchaînement d'une double liaison, une liaison simple carbone-carbone, et ensuite la liaison carbone-hydroxyle. Bien sûr, ces alcools allyliques peuvent être substitués. Et donc là, ici, on peut rajouter des groupements carbonés. Hop, R3, R4, R5. Ces alcools allyliques, ils sont très faciles à oxyder. En l'occurrence, ici, on va regarder la transformation, j'ai mis en aldéhyde, mais ça peut aussi être en cétone, suivant la nature des groupements R4 et R5. Donc, j'ai juste marqué qu'ils sont très faciles à oxyder. Et on va prendre un exemple. Si on considère cet alcool allylique, qui est le plus simple de tous, et qu'on souhaite en réaliser l'oxydation, on va obtenir, à l'aide d'un processus dans des conditions douces, un aldéhyde. Pourquoi est-ce que cette oxydation est facile? Eh bien, on peut l'interpréter grâce à un gain de stabilité pour la molécule. On repère à l'intérieur du produit formé un enchaînement de la mésomérie pi, sigma, pi, et donc la conjugaison augmente. Ça va du coup améliorer la stabilité, et donc cette réaction est favorable à la formation du produit. Ce gain de stabilité, c'est ce qu'on peut appeler la force motrice de la réaction.
Par conséquent, vu que la réaction est très facile à réaliser, un oxydant mauvais suffira à faire cette transformation. En l'occurrence, il y en existe un assez caractéristique qui est le dioxyde de manganèse, MnO2, qui est un solide de couleur brune, qui permet du coup de passer des alcools allyliques aux aldéhydes correspondants. Si on travaille avec des conditions plus dures, on pourrait également former des acides carboxyliques et on aurait toujours le même gain de stabilité. Mais du coup, le passage de l'aldéhyde vers l'acide carboxylique ne s'accompagne pas d'un nouveau gain de stabilité, donc n'est pas aussi favorable que la transformation qu'on a écrite ici.